Merci beaucoup Thomas. Bonjour à toutes et tous, ou rebonjour. Je vais vous présenter quelques constats, et puis après je vais vous dire comment SynDup se positionne par rapport à tout ça. Et j'en profite pour remercier le bureau du GF2I d'avoir choisi ce thème cette année, qui est tellement d'actualité, mais aussi sûrement d'avenir, parce qu'on est dans une crise généralisée de la confiance, mais comme toute crise est aussi une opportunité, je pense que c'est l'opportunité de faire émerger des nouveaux cadres qui peuvent répondre à une aspiration qui est grandissante, de pouvoir renouer justement la confiance. Et la confiance, d'une certaine façon, un peu comme la connaissance, j'aime à dire que c'est un actif immatériel stratégique, plus particulièrement dans la polycrise que l'on traverse. Et cet actif immatériel, j'ai voulu ici un petit peu le chiffrer, parce qu'à un moment donné, il faut être tangible. Et quand on regarde les travaux de l'IBET, l'indice de bien-être au travail, sur comme une étude qui est faite avec les données nationales, ici c'est la dernière mise à jour nationale de 2024, on chiffre le désengagement, et c'est factuel puisque c'est avec les données des SIRH, donc on n'est que sur du factuel. Et ici, on voit que l'estimation du coût du désengagement, sachant que la confiance est un préalable à l'engagement, quand on n'a pas confiance dans une organisation, on ne s'y engage pas, c'est entre 14 et 15 000 euros par an et par salarié. Donc un coût qui est quand même assez considérable. Et si on regarde le coût en termes de compétitivité, en termes d'échelle d'économie nationale en France, on est pratiquement sur 300 milliards d'euros par an. Donc ça permet quand même d'être un peu moins dans la théorie de la confiance, mais déjà de commencer un petit peu à chiffrer l'impact que peut avoir économiquement la perte ou l'absence de confiance. Et puis, et après, il y a évidemment d'autres coûts. On pourrait continuer l'exercice, je ne l'ai pas fait ici, mais la confiance, c'est un préalable à l'innovation, c'est un préalable à la créativité, c'est aussi un préalable à ce qu'on appelle de plus en plus la résilience. La résilience, c'est la robustesse, mais c'est aussi la capacité à s'adapter, à se transformer. Alors, si les équipes en interne dans une organisation ne sont pas engagées parce qu'elles n'ont plus confiance dans leur organisation, clairement, tout ça n'advient pas. Donc comme c'est un préalable, on ne peut pas dire que c'est 100% du manque, par exemple, d'adaptabilité dans une organisation, mais c'est quand même un préalable et donc un facteur non négligeable à prendre en considération. Maintenant, si on regarde un petit peu ce qu'est le sens de la confiance, j'ai regardé les racines latines, c'est toujours intéressant d'aller fouiller les racines des mots, c'est la fidélité et la loyauté. Donc c'est finalement quelque chose de très simple et qu'on peut rendre là aussi très factuel. Finalement, le capital confiance d'une organisation, il est dépendant de deux choses. Il est dépendant à la fois du passé et de l'avenir, c'est-à-dire est-ce que l'organisation a su tenir ses promesses par le passé de manière très concrète et factuelle et mesurable, et à l'avenir, quelles sont les garanties qu'elle met sur la table pour laisser envisager qu'elle les tiendra sur le long terme. Et c'est là qu'on commence à aller sur un terrain plus juridique et de gouvernance, un petit peu comme ça a été évoqué tout à l'heure. Et puis, on pourrait dire de manière poétique que la confiance, c'est comme l'amour, hein, il n'y a que les preuves qui comptent. Mais si on est moins poétique et un peu plus scientifique, on peut faire référence aux travaux de Karl Popper. On a besoin de preuves réfutables, c'est-à-dire que de manière empirique et factuelle, il faut qu'on puisse vérifier si une promesse est tenue ou non. Et si on prend un exemple, celui de la souveraineté, parce que c'est un sujet qui a été évidemment pas mal évoqué ce matin, mais les questions de confiance vont au-delà de la question de la souveraineté, on a dans notre secteur, la veille, vu par le passé des retournements d'entreprises qui parlaient de souveraineté depuis toujours, comme tout le monde d'une certaine façon, et qui sont passées sous drapeau américain du jour au lendemain avec un mailing aux clients qui deviennent soumis au Cloud Act sans donner leur avis et sans s'y préparer. Et donc c'est là qu'on voit bien que quelle que soit la sincérité des promesses, quand la gouvernance change, s'il n'y a pas de verrou juridique, ça peut évidemment emporter tout le monde et la confiance peut être rompue. Et j'aime bien la citation d'Albert Einstein qui disait « Celui qui néglige la vérité dans les petites choses ne peut être digne de confiance dans les grandes ». Je trouve que cette phrase, comme souvent dans les citations d'Albert Einstein, en dit très long.
Et donc finalement, il y a d'un côté la question de est-ce que j'ai confiance dans la technologie, dans l'outil, dans le service d'une personne, qu'elle soit morale ou physique. Et puis il y a la question de savoir justement quelle est la personne morale ou physique qui prend les décisions et qui gouverne cet outil. Si on prend des comparaisons, on peut avoir confiance dans le bon fonctionnement d'une arme, mais pas dans celui ou celle qui la tient. Donc c'est exactement de ça dont il s'agit. Moi, je préfère avoir confiance dans mon expert comptable que dans sa calculatrice, qui est vraiment son affaire. C'est-à-dire que si elle bug, je ne vais pas m'intéresser au bug de sa calculatrice, je vais m'intéresser à sa responsabilité. Et donc, c'est là, encore une fois, la gouvernance que je veux évidemment pointer, parce que je parle plus ici de personnes morales que de personnes physiques. C'est bien plus que la technologie, c'est bien la confiance dans les personnes morales qui ont entre leurs mains des outils et des technologies qu'il est important de prendre en considération. Et puis, on a évidemment le risque du trust washing qui peut très vite se retourner contre une organisation au même titre que le greenwashing. Ça prend parfois un peu de temps, mais le couperet finit toujours par tomber, qui est un danger clairement à éviter. Donc, il est important là-dessus de pouvoir être assez transparent. Et puis maintenant, je voudrais vous parler d'un statut et d'abord faire un petit sondage pour savoir qui a déjà entendu parler du statut de société coopérative d'intérêt collectif avant ce matin, pour voir à peu près, on est sur 5, 6, 7 mains, des personnes qu'on connaît bien chez Cindup. Donc on voit que le statut n'a pas encore une grande notoriété, et pour autant, je vais vous montrer quelques chiffres, il monte pas mal en puissance ces dernières années. Et on pourrait le comparer à une blockchain. Et en tout cas, il y a dans ce statut, deux éléments qui ont fait le succès de la blockchain, notamment les crypto-monnaies. Il y a d'un côté la décentralisation, puisque dans une société coopérative d'intérêt collectif, le pouvoir est décentralisé. Il y a une gouvernance multicollégiale qui se met en place. Toutes les parties prenantes ont leur mot à dire dans les grandes décisions stratégiques. Donc il y a une décentralisation de la décision. Et puis l'immuabilité de la donnée dans la blockchain, on la retrouve ici au niveau du capital qui devient inaliénable. Il ne peut pas y avoir de prise de contrôle par une personne morale ou physique dans ce statut. Et au-delà de l'aspect immuable, il y a également son renforcement chaque année, puisqu'il y a une mise en réserve des bénéfices qui, par ailleurs, peuvent être défiscalisés. Donc le capital gagne en solidité d'année en année et ne peut pas être accaparé par une des parties prenantes. Alors je vous le disais, c'est un statut qui monte pas mal en puissance pour une raison simple, c'est qu'il répond tout simplement aux enjeux de l'époque et des sujets qu'on évoque aujourd'hui. C'est un statut qui a été créé en 2001, donc qui commence quand même à dater un petit peu. Et quand on regarde la courbe de croissance, il y a une forte accélération, notamment ces 5 dernières années. On est à peu près sur 1400 entreprises qui ont adopté ce statut en France. C'est d'ailleurs une exception française, c'est inscrit dans la loi française. Ça n'existe pas en tout cas avec les mêmes caractéristiques à l'étranger. Et sur les 5 dernières années, c'est plus 26% de SIC qui ont été créés ou transformés, d'entreprises qui se transforment. C'est 2 fois plus rapide en termes de croissance que les scopes dont on entend un peu plus parler dans les médias. Et tout ça malgré le ralentissement économique. Donc, c'est-à-dire que la croissance, d'une certaine façon, aurait pu être encore plus significative en période de croissance. Et un point important, c'est leur résilience, leur pérennité économique. Sur 5 ans, on est à 10 points supplémentaires par rapport à la moyenne économique nationale. Donc, c'est quand même assez marquant. Et puis, un autre fait clé, une spécificité de ce statut, c'est le seul statut en France qui permet aux collectivités locales, aux collectivités territoriales, au public, de rentrer au capital de manière minoritaire, jusqu'à 50%. Et donc, c'est un statut qui incite et qui favorise au partenariat public-privé et à l'ancrage local quand il s'agit de collaboration territoriale. Donc, c'est une façon de vraiment créer un socle de confiance, un socle de co-investissement. Et vous avez dans la gouvernance toutes les parties prenantes qui vont rejoindre différents collèges. C'est ce qui va permettre de proposer notamment aux clients, aux utilisateurs, de passer de simples locataires à des copropriétaires.
Et donc, ils viennent au syndicat de copropriété prendre les décisions. Vous connaissez ça dans votre patrimoine peut-être personnel. Et c'est exactement ça le switch. C'est, en l'occurrence, une plateforme SaaS, pour parler numérique, peut être avec ce statut détenu en partie par ses utilisateurs, par ses bénéficiaires, mais aussi par les fournisseurs, par exemple les producteurs d'informations et de données, par les partenaires, par les salariés, les collaborateurs. Donc là, en termes d'engagement, c'est toutes les parties prenantes qui peuvent créer une dynamique vertueuse avec de la transparence, de la confiance qui est régénérée avec un cadre sécurisant, y compris sur le plan financier, puisqu'il n'y a pas de distribution de dividendes, ou les SIC qui le souhaitent ont des distributions qui sont tellement encadrées par la loi que c'est minimaliste, et donc il y a une mise en réserve qui est particulièrement forte. Donc c'est un vrai bond en avant en termes de souveraineté numérique avec un statut comme celui-ci, et c'est justement celui qu'on a choisi chez SynDup de mettre en œuvre. Alors c'est officiel depuis très précisément le 29 avril de cette année, mais c'est 2 ans de préparation. Et désormais, on a basculé dans ce statut pour passer d'un associé unique, en l'occurrence votre serviteur, et aujourd'hui 48. Donc c'est un changement assez radical dans la dynamique et la culture d'entreprise, même si en termes d'ADN, c'était déjà un petit peu dans la manière dont l'entreprise fonctionnait, en tout cas en interne, et aussi avec la démarche d'open innovation. Il y avait cette culture, mais cette fois-ci, ce n'est pas juste une promesse à un instant T, ce sont des garanties sur l'avenir de cette volonté de fonctionner en open innovation, en coopération, en co-investissement et en co-développement. C'est inscrit dans les statuts, et surtout, c'est un statut sur lequel on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas rebasculer sur un autre schéma. Et alors l'année dernière, j'étais venu vous parler de SiteID qui travaille sur le partage de la valeur pour repenser l'industrie de l'information à l'ère de l'IA générative, avec notamment les enjeux d'aligner les planètes entre consommateurs, producteurs, intégrateurs d'informations. Et donc, pour vous dire un petit peu où on en est, et d'abord ce qui s'est passé depuis, au-delà de ce que l'on a mis en place. On a quand même Microsoft qui a lancé PCM plutôt, Publisher Content Marketplace. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu cette initiative, mais quand on la lit, en tout cas sur le papier, on retrouve beaucoup de SiteID. Alors je ne dis pas que Microsoft s'est inspiré de nous. Par contre, je dis que Microsoft, en tant qu'acteur significatif, a clairement validé le modèle. Ça montre qu'il y a effectivement, avec la montée en puissance de l'IA agentique, notamment dans les organisations et dans le quotidien, un vrai sujet qui nécessite de pouvoir mettre en face une alternative qui soit souveraine et ouverte. Et c'est justement à ça qu'on souhaite s'atteler avec ce projet en open innovation, qui poursuit son chemin dans l'ouverture du capital. Avec le passage en SIC, on a un certain nombre d'associés qui sont rentrés, entre autres le CEO du groupe Mind, éditeur de presse très engagé sur l'évolution des modèles justement de la presse au regard de l'IA, qui est rentré au capital non pas pour juste la curiosité, mais avec la vraie volonté de démarrer de manière opérationnelle les premières expérimentations dans les mois qui viennent, à partir de leur contenu. Et donc on a aujourd'hui tous les feux qui sont ouverts pour commencer. L'objectif, c'est d'avoir au plus tard, de manière opérationnelle, les premières expérimentations dès 2027. Voilà, un petit peu ce qui s'est passé, on va dire, dans notre environnement. Mais si je rentre plus précisément dans les étapes qui ont été franchies en interne, alors, on a d'abord, vous le savez peut-être, je crois que j'en avais parlé l'an dernier, la charte de l'IA éthique et responsable, qui a été réalisée avec un conseil scientifique consultatif, qui a été ces 2-3 dernières années notre colonne vertébrale pour essayer de trouver le chemin de crête qui permet de trouver des équilibres dans un monde, on l'a vu ce matin, qui de toute façon a aussi ses parts d'ombre et de risques. Et donc on a cette charte qui est publiée sur syndup.ai et qui est notre feuille de route. Et puis ensuite, on a élaboré ces dernières années dans la plateforme SynDup
tout un ensemble de fonctionnalités qui permettent de gagner, en l'occurrence, entre 20 et 30%, c'est ce qui est mesuré chez nos clients qui s'en sont emparés, tout un ensemble, toute une batterie de bibliothèques de traitement IA pour industrialiser toutes les tâches chronophages, mais sans perdre la maîtrise, puisqu'on a un outil de benchmark qui est intégré et qui permet pour chaque micro-tâche de choisir son modèle, de le fine-tuner et de mesurer en comparaison avec ce qui est fait manuellement, quel est le taux de pertinence et de précision. Et donc, quand on appuie sur « j'automatise cette micro-tâche », on a conscience de son niveau de précision et d'imprécision. Et donc, ça permet de le prendre pour ce que c'est et de ne pas justement trop reposer sur le hasard dont on parlait tout à l'heure. Et donc ça a été intégré au niveau de la plateforme, qui est un peu notre framework de développement et qui équipe nos clients et utilisateurs. Et puis on a rajouté un étage à la fusée, qui est une IA agentique, qui vient surplomber tout ça. Cette IA agentique, elle s'appelle DetectUp. Elle est actuellement en bêta-test. Si vous allez sur le site, vous pouvez venir bêta-tester, nous faire des retours, parce qu'on est dans cette période où on a besoin d'utilisateurs qui viennent tester pour continuer de l'améliorer. DetectUp, c'est une solution de veille qui vise à toucher un public beaucoup plus large que SynDup. Les TPE et un certain nombre de PME ne viendront jamais toquer à la porte de SynDup parce qu'elles ont la tête dans le guidon et leur priorité n'est pas nécessairement d'être accompagnées sur une meilleure gestion des flux d'informations et des connaissances. On peut le regretter, mais d'un point de vue de gestion du temps et des budgets, c'est quand même la réalité. Et donc DetectUp, c'est un agent conversationnel, c'est de l'IA agentique derrière, et qui vient utiliser les briques technologiques de SynDup, mais c'est sous le capot, et qui, de manière économique et pour le coup hyper accessible, permet de structurer la démarche de veille stratégique d'un manager, d'un dirigeant de TPE-PME, sans y consacrer de temps, sans monter en compétence, sans conduite au changement, sans gestion de projet, sans POC, etc. Et donc, on a la volonté avec cette solution mais de craquer ce qu'on voulait craquer dès le lancement de SynDup, il y a déjà un certain nombre d'années, puisque l'entreprise a 20 ans, le fait de pouvoir équiper les TPE-PME comme elles le sont aujourd'hui d'un simple CRM pour gérer leurs relations clients. Et donc DetectUp, c'est l'outil qui va dans un premier temps embarquer SiteID. SiteID donc, qui a vocation à faciliter l'accès aux informations premium, le rendre fluide. Eh bien, DetectUp, c'est le bon produit pour la rampe de lancement de SiteID, même si évidemment SynDup sera concerné de la même manière, mais avec moins d'entreprises utilisatrices, puisque SynDup s'adresse un peu plus aux experts. Et donc DetectUp est dans cette phase bêta et prépare le lancement des premiers tests opérationnels à plus large échelle de SiteID. Et je vous le disais, donc avec le groupe Mind, on a en ce moment un certain nombre de chantiers justement pour proposer sur l'ensemble de leur contenu des expérimentations, mais très vite on l'élargira. Et il y a déjà dans la salle un certain nombre de personnes avec qui on a avancé sur ces volontés communes de pouvoir expérimenter, donc on aura le plaisir à poursuivre cette démarche. Voilà, donc pour résumer un petit peu les piliers pour généraliser de l'IA de confiance telle qu'on la voit chez SynDup. L'IA de confiance, on pourrait la résumer de la manière suivante. Elle est pilotée par une gouvernance sécurisante sur le long terme. Premier point. Deuxième point, elle repose sur des modèles de partage de la valeur. Pour parler intelligence économique, Michael Porter, début des années 2000, est plus que jamais d'actualité. C'est aussi une IA qui respecte une charte de l'IA éthique et responsable. Et puis enfin, c'est aussi une IA qui évite de s'exposer aux lois extraterritoriales. On revient sur les questions de souveraineté, mais clairement, on ne peut pas en faire l'économie pour parler d'IA de confiance. Voilà, donc en clair, pour terminer, si vous considérez que la technologie ne suffit pas et que la confiance passe par des communs numériques qui sont gouvernés par des modèles coopératifs, transparents et durables, eh bien, c'est un sujet dont on peut discuter avec grand plaisir, puisque SynDup, par son initiative, a la volonté de continuer à co-développer, à avoir des nouvelles parties prenantes qui nous rejoignent pour co-développer, co-investir
Alors, on veut en faire vraiment un socle de confiance et de co-développement et de co-innovation. Donc ce sera avec plaisir qu'on continuera la discussion, si vous le souhaitez, peut-être pendant la pause déjeuner. Merci de votre attention. Merci Mickaël. Est-ce qu'il y avait des questions, des réactions suite à cette intervention? Oui. N'oubliez pas de vous présenter rapidement. Vous m'entendez bien? Sarah Agoun, ONERA, chargée de veille à l'ONERA. En fait, j'avais une question plutôt pratique. Tu parlais donc de... Alors, votre IA, je ne sais plus, DirectUp, non? C'est quoi le nom? DetectUp. DetectUp, pardon. Donc, ça fonctionne comment concrètement? Est-ce que c'est un assistant sur des articles, par exemple, pour résumer des choses comme ça? Il y a un premier agent conversationnel pour d'abord l'expression de besoin. Et en fait, on a repris différents agents qui correspondent à la vraie vie. C'est-à-dire que quand on accompagne une organisation, on commence d'abord par définir quelles sont les informations qui lui sont utiles et qui répondent à ses enjeux stratégiques. Donc il y a un premier agent qui est une sorte de consultant virtuel et qui va très simplement en langage naturel lancer la discussion pour demander ce dont la personne a besoin comme information et la challenger pour affiner, parce que la première réponse est rarement satisfaisante, de façon à arriver vraiment à un brief qui soit bien structuré. Ensuite, cet agent passe le relais à un autre agent qui, lui, va faire de la configuration pour que les outils de veille commencent à glaner l'information qui correspond au centre d'intérêt. Et puis ensuite, il y a un agent de curation qui va scruter chaque information captée pour mettre un score en termes de notes d'intérêt, valider, écarter des informations, trier, enrichir, etc. Comme on ferait derrière un écran avec une plateforme de veille au quotidien. Et puis ensuite, on a un agent qui va se charger de manière plus éditoriale de valider une newsletter hebdomadaire. Un autre se chargera de prendre du recul au trimestre pour un rapport d'analyse, prendre de la hauteur sur l'ensemble des informations. Et un autre agent conversationnel et plus un assistant pour le coup, qui à tout moment répond aux questions de manière personnalisée, mais uniquement sur la base du travail de veille qui a été effectué. Donc sans aller chercher en dehors du corpus qui est créé de cette manière-là. D'accord, donc en fait c'est boosté à l'IA à chaque étape de la veille. C'est ça, donc, y compris sur les micro-tâches du quotidien et en particulier sur la curation. C'est pour ça que l'enjeu du brief de départ est très important pour que les agents de curation puissent être les plus précis possibles dans la mise en perspective d'une information pour se dire est-ce que véritablement ça correspond à l'enjeu stratégique de l'utilisateur. Merci. Bonjour, Anna Berthaud, c'était IDIS Compilation. J'ai une petite question par rapport au statut. Alors c'est très pratico-pratique, mais on est dans un secteur, notamment la technologie, qui va très vite. Où pour rester compétitif, il faut avoir une capacité d'innovation qui est très rapide. Donc sur des statuts justement participatifs, comment est-ce qu'on fait face à la prise de décision qui peut être des fois un peu rallongée pour rester compétitif dans un environnement où il faut prendre des décisions rapidement pour savoir où est-ce qu'on va? C'est une bonne question. Alors, je serai plus crédible dans 2 ans pour ma réponse, étant donné qu'on vient de se transformer. Mais ça fait quand même 2 ans qu'on le prépare. Donc, on a effectivement pas mal réfléchi à tout ça. On a d'abord un CODIR en interne. Ce sont désormais des salariés managers associés pour les décisions du quotidien. Donc, moi, je suis passé de gérant à président. Il y a un CODIR. Donc, les décisions très opérationnelles du quotidien, elles sont, on va dire, structurellement et juridiquement renforcées dans la façon dont on gère le quotidien, mais en tout cas, ce sont les mêmes équipes. Et ça, c'est ce qui permet d'être très réactif, parce qu'on ne va pas solliciter les 48 associés sur le changement de la machine à café, on est bien d'accord. Par contre, au quotidien, quand au niveau du CODIR, on commence à travailler sur des questions très stratégiques, j'en ai quelques-unes qui me viennent en tête, mais je m'autocensure parce que c'est un peu tôt pour en parler, mais il y a des sujets qui, avant, auraient été traités de manière un petit peu plus unilatérale et en tout cas, sans nécessairement mettre dans la boucle toutes nos parties prenantes. Là, ce sont des dossiers qu'on travaille désormais un peu différemment. Les gens les travaillent encore mieux parce qu'il va falloir les soumettre à la collégialité.
Donc l'argumenter, le chiffrer, le documenter d'autant plus. Et il y aura un vote multicollégial, et c'est aussi ce qui permet justement d'éviter l'effet de surprise que j'évoquais tout à l'heure, où parfois des sociétés qui vont envoyer un emailing et puis le client découvre le choix stratégique qui a été fait et qui peut par contre avoir des conséquences pour eux. Donc ça, c'est une garantie justement que ça ne puisse pas se produire. Et donc on aura une assemblée générale extraordinaire ou annuelle qui nous permettra de prendre un certain nombre de décisions, y compris une décision qui est quand même importante, qui est l'entrée de nouvelles parties prenantes au capital, qui est soumise aussi à un vote. Donc il y a une forme de cooptation. C'est bien une société coopérative d'intérêt collectif. Donc on travaille pour un collectif, et ce collectif, c'est une confiance importante, c'est une bonne entente aussi stratégique. Et donc le fait de faire entrer de nouvelles parties prenantes nécessitera un vote. Mais que sur les grandes décisions stratégiques et préalablement travailler, donc des décisions qui de toute façon auraient pris du temps, mais ça nous oblige dans l'exercice à le faire encore plus minutieusement. Bonjour, alors Myriam Morican, technique de l'ingénieur. J'ai une question sur le modèle que vous avez décrit avec la cascade de au moins 5 agents, si j'ai bien compris. Donc je pense que comme tous les éditeurs ici, on fait des POC, des modèles dans tous les sens, et on arrive à des conclusions sur la frugalité. À la fois parce que autant d'agences et autant de tokens, on ne sait pas où ça va, on ne sait pas comment on va les être facturés demain, comment on va les refacturer aux clients, comment expliquer les business models aux clients. Et vous, en fait, vous êtes dans un schéma où, au contraire de nous, qui essayons de réduire au maximum toutes ces cascades, vous les avez démultipliées. Donc je voulais savoir comment vous passez ce message à vos clients, comment vous consommez les tokens et comment vous les refacturez. Enfin, on est à l'opposé de ce que nous, de nos propres conclusions en fait. Alors, on est dans une approche souveraine qui nous oblige à un deuxième exercice au-delà de la souveraineté, qui est la sobriété. Ce sont des modèles hébergés sur nos infrastructures, donc qui n'ont pas la puissance de feu d'un OpenAI ou d'autres fournisseurs qui vont effectivement vendre du token, donc on va envoyer la requête, on aura la réponse. Là, on est en circuit court. Ça veut dire que la contrepartie, c'est qu'on est sur des plus petits modèles qui sont moins gourmands, d'où aussi l'importance du module de fine-tuning que j'évoquais tout à l'heure, qui est intégré dans la partie SynDup et qui nous permet justement sur chaque micro-tâche de trouver les astuces pour faire en sorte que, malgré le fait qu'on utilise des plus petits modèles, on obtienne des résultats satisfaisants. Donc ça passe par des meilleurs prompts, des éléments de contexte, des instructions qui vont permettre sur une micro-tâche, pas l'outil magique avec la réponse à tout, mais sur chaque micro-tâche de bien calibrer avant de passer en automatisation. Donc on est plutôt minimaliste dans la consommation, mais aux bons endroits, c'est-à-dire là où en revanche on a un gain de temps qui est considérable. Sur notamment le scoring, on arrive à des taux de précision qui, alors ça dépend des sujets évidemment, mais qui peuvent assez allègrement être entre 80 et 100%, on n'atteint jamais les 100, mais entre 80 et 98% par exemple, de précision, c'est-à-dire entre ce que l'humain aurait noté et ce qu'on arrive à obtenir avec l'automatisation, pour savoir si oui ou non une information est pertinente ou non. Et donc ça permet d'avoir un gain de temps considérable. Quand on n'a que 30 minutes pour faire de la curation, on commence par ce qui est le mieux noté, et donc en termes de probabilité, on a plus de chances de commencer par ce qui effectivement aurait été choisi par l'utilisateur. Et après, il peut descendre plus en profondeur s'il le souhaite. Et quand on est dans le cadre de DetectUp, comme on n'a pas l'envers du décor en tant qu'utilisateur, c'est ce qui nous permet de faire remonter les informations qui, théoriquement, sont les plus pertinentes pour l'utilisateur. Mais en tout cas, la sobriété, c'est clairement, par la contrainte très positive, je trouve, de la souveraineté, un exercice qui est permanent. Et c'est de trouver justement le bon équilibre et le bon dosage, et puis aussi de se demander ce que l'on fait du temps gagné. C'est un peu la conclusion de la charte de l'IA éthique et responsable si vous allez sur SynDup AI. La question, c'est véritablement pourquoi on investit sur de l'automatisation. Et donc, dans l'accompagnement qui est le nôtre des organisations, on incite à travailler beaucoup plus sur l'analyse, l'aide à la décision, sur la montée en compétences également des équipes et les formations.
et non pas sur le fait de simplement automatiser pour augmenter les marges exclusivement. J'ai une petite question pour... est-ce que le modèle est auto-entraîné et quel est le corpus de source, ou autrement dit le terrain de jeu des agents de DetectUp? Merci pour la question, Guillaume. J'attendais que tu me la poses. Alors, sur le modèle auto-entraîné, non. Je crois comprendre la question dans le sens, est-ce que ce sont des modèles LLM que l'on entraîne nous-mêmes? Non, on prend des modèles qui sont open source. Alors, on travaille plutôt sur la customisation dans la manière de s'en emparer, parce que ça joue pour beaucoup dans le résultat sur la partie contexte, consigne et prompt. Et pour la question des sources, alors, la question des sources en particulier sur DetectUp, on vise la TPE, et donc on ne veut pas, maintenant qu'on a enlevé, on va dire, la complexité de la démarche, on ne veut pas une autre barrière qui serait le prix. Donc les prix envisagés, ils sont sur le site, même si la commercialisation n'a pas démarré, sont très bas. Et donc on n'a pas intégré la presse dans DetectUp sur le prix d'entrée. Et donc il y a déjà énormément d'informations pertinentes sur de la veille sectorielle, concurrentielle, réglementaire, technologique et autres. Mais dès lors que des clients voudront demain dans DetectUp intégrer de la presse, eh bien là, on s'appuiera justement sur la brique SiteID, d'où le timing qui est très bon pour utiliser DetectUp en rampe de lancement sur les expérimentations, de façon à rendre simple la gestion des flux d'informations et des connaissances, mais aussi l'accès à de l'information, y compris payante. On arrive malheureusement à la fin du temps imparti, mais il reste à remercier encore une fois Michael pour Merci son à vous. intervention. Très inspirante.